Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans mon podcast hebdomadaire sur le numérique. Et aujourd'hui, on va parler d'une grande messe qui a eu lieu hier. C'était à l'AFCDP, l'association qui réunit les DPO. Il y a plus de 4500 DPO qui sont aujourd'hui dans l'association de l'AFCDP. Et les DPO, ce sont les Data Privacy Officers. C'est ceux qui s'occupent justement du respect du RGPD et de manière plus générale que nos données soient en sécurité sur le sol européen. Alors, moi, j'avais la chance d'être invité pour intervenir justement à une table ronde et je voulais vous donner justement un peu les éléments qui sont ressortis parce que cette table ronde, c'était sur les DPO, la question du RGPD et de la souveraineté numérique. Donc, évidemment, on est au cœur de mes préoccupations. Alors, c'était dans la maison de la chimie, c'était salle comble, c'est vraiment une très 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 grande salle. Clairement, je peux le dire en introduction, il n'y a pas besoin de faire de spoiler. Le DPO, c'est plus seulement un sujet un peu tactique, aujourd'hui c'est devenu un sujet stratégique. Et on le voit à travers les questions qui sont posées. Et moi j'ai noté 7 sujets qui sont ressortis pour moi de ça, qui sont des points d'attention, alors pour les DPO bien sûr, mais aussi pour les DG et tous les gens qui manipulent des données jusqu'au DSI, bien sûr et en passant par les métiers qui sont effectivement, à un moment donné, responsables aussi de ces données. Alors, première chose, le DPO a changé de rôle. Oui, le DPO, c'est pas juste quelqu'un qui est là pour cocher les cases du RGPD et dire à la CNIL tout va bien. Aujourd'hui, c'est vraiment une vigie entre le DG et le DSI pour capter en fait les risques numériques. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, avec en plus un empilement des normes. Si on parle du RGPD, mais il y a également évidemment le Cyber Security Act, il y a également DORA pour ceux qui sont dans les banques, il y a Nice 2 qui arrive, etc. Donc les DPO sont vraiment aussi impactés par la géopolitique. Donc, ça sort de la simple conformité pour devenir effectivement, finalement, une vigie vraiment stratégie. Ça, c'est un point qui ressort. Et d'ailleurs, on voit bien que le niveau même des débats est vraiment passé maintenant à ce niveau-là. Sujet numéro 2 que j'ai trouvé intéressant, c'est que oui, le RGPD comme système de protection est indispensable. C'est la troisième voie, comme l'a dit Éric Botorel, qui était là, député, qui était avec moi sur la table ronde européenne. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais comme il est contourné, comme il est asymétrique, il est surtout utilisé finalement par ceux qui ne le respectent pas. Et là-dessus, on peut dire que, enfin en tout cas moi c'est un peu ça ma conclusion, c'est que le RGPD sans la souveraineté, c'est une digue qui ne fonctionne pas, c'est une digue sans fondation. Et en particulier, moi j'ai rappelé l'épisode quand même où on a nos amis américains, dès lors qu'on a eu besoin un peu de pétrole et de gaz, avec la guerre en Ukraine, parce que il y avait le gaz russe qui était coupé, aussitôt Joe Biden à l'époque, qui s'est précipité en avion pour nous faire signer le Data Privacy Framework pour réouvrir les données américaines en disant pas de problème, toutes notre boîtes américaines font ce qu'il faut, c'est écrit en bas parce que c'est marqué USA. On sait bien que c'est pas vrai, donc il y a vraiment une asymétrie aujourd'hui du RGPD qui se retourne contre lui parce que les acteurs européens disent nous on respecte, nous on fait attention avec les données de nos clients et des citoyens, ce qui est d'ailleurs, on est bien tous d'accord, une bonne chose, mais de l'autre côté, en fait, ils jouent pas le jeu. Et il y avait d'ailleurs un DPO qui m'a dit moi ça me fait penser, c'est la même chose que pour les agriculteurs. C'est plus qu'un DPO d'ailleurs, c'est même le secrétaire qui m'a dit ça. C'est comme les agriculteurs, on n'a pas le droit d'utiliser, nous, du pesticide en Europe, mais par contre, on peut importer des trucs qui ont été élevés sous pesticides. Et voilà, on voit bien que ça, c'est un vrai problème. Il y a je disais qu'il y avait une convergence des luttes entre les agriculteurs et les DPO, et donc la question numérique. Troisième sujet, évidemment l'angle mort, c'est l'extraterritorialité. Encore une fois, on voit bien, le RGPD aujourd'hui ne règle pas trop ces questions-là et on finit par avoir même des normes qui laissent passer justement des sujets extraterritoriaux. Donc le droit européen, en fait, il encadre les usages, mais pas la dépendance stratégique. Donc oui, il faut séparer la question de la souveraineté de la question du RGPD ou la question de la sécurité. En fait, on s'aperçoit que tous ces thèmes-là sont liés, mais en fait, il faut bien se dire que la souveraineté est un élément à part. On ne va pas imaginer, le RGPD n'a pas été fait pour la souveraineté. Il a été même construit à un moment où on est dans un monde en paix, dans lequel les nations et les peuples allaient vivre justement un échange de données numériques positif, alors qu'aujourd'hui, on voit bien, c'est la loi du plus fort, c'est le rapport de force, et on n'est plus là-dedans. Alors, ce qui m'amène sur le sujet 4, qui a été amené par justement, il y avait à la fois Olivier Itanu, donc avocat, et puis Sophia, qui était une DPO du groupe GT Solutions.
et qui disait qu'en fait, un des problèmes, c'est qu'à un moment donné, il y a les contrats d'adhésion, on est obligé d'aller avec des éditeurs de logiciels, et en fait, ils ne laissent pas le choix. C'est comme ça, on doit adhérer, c'est à prendre ou à laisser. Et le droit de la concurrence qui devrait s'immiscer là-dedans, il ne joue pas son job. Il ne joue pas son rôle. C'est clair que là, que ce soit les DPO, les DSI ou les décideurs, sont un peu seuls face à ça. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que le droit de la concurrence ne les protège pas, que en plus, les DPO, là, pour le coup, sont pris dans les taux de certains éditeurs. Par exemple, les données, on choisit un éditeur qui a ces données en Europe, puis tout d'un coup, Sophia nous racontait ça comme exemple, on apprend que, finalement non, ça va être maintenant retraité, alors qui au Mexique, au Maroc, ou pourquoi pas aux États-Unis. Vous avez un changement de localisation de données, vous avez 15 jours pour dire c'est OK ou non, on arrête tout. Évidemment, il n'y a pas d'autre solution que ça. Et donc, Olivier Etagnu a rappelé qu'il y avait un problème de responsabilité quand même qui a été posé à travers ces questions-là, et il faudra se reposer ça. Parce que sinon, sans pouvoir, en fait, on se retrouve un peu à subir. Or, en plus, comme si vous prenez les 3 éléments que je viens de dire, extraterritorialité, domination des Américains sur le numérique, 3, des contrats d'adhésion, là-dessus, eux, c'est les champions du monde, et en plus, ils décident de ce qu'ils font. On s'aperçoit en fait que du coup le RGPD en fait ne permet pas, c'est un système qui ne permet pas d'agir concrètement là où effectivement il y a un problème sur les données, quand justement on est affaire à ces acteurs, en particulier américains. Donc on retrouve cette question de souveraineté qui doit revenir centrale. Évidemment, on a parlé de confiance. Alors, est-ce qu'on en était en la souveraineté, le numérique de confiance, la résilience? En fait, effectivement, tout ça nous renvoie bien, ça c'est le sujet numéro 6. La confiance, c'est la maîtrise. Si j'ai pas la maîtrise, je peux pas avoir confiance. C'est comme dans la fable, hein. Confiance. Oui, on a confiance dans l'oncle Sam aujourd'hui? Pas trop. Alors d'ailleurs, il y en a qui sont venus me voir en me disant « Ah, ton meilleur commercial, c'est Donald Trump ». Alors, ça fait pas très plaisir déjà de se dire ça. D'abord, je pense qu'il serait pas gérable. Moi, dans mon équipe, je sais pas comment je pourrais le gérer. Donc non, c'est pas mon meilleur commercial. Et il aide peut-être pas non plus tant que ça l'humanité, hein, avec ses frasques. Par contre, il nous oblige, nous, Européens, à reprendre, en fait, justement, non pas une confiance comme ça dans des acteurs un peu perdus, mais reprendre simplement la maîtrise de nos données. Et oui, est-ce que c'est pas ça, au fond, qui est un peu le chemin? Et donc, le sujet numéro 7, c'est que moi, j'étais intervenu là pour la FCDP en 2023 sur cette question de souveraineté. On avait fait d'ailleurs avec le président actuel, parce qu'à l'époque, il n'était pas président, hein, Philippe, je salue. Voilà, et toute l'équipe d'ailleurs de la FCDP qui fait un travail remarquable d'ailleurs. Sur la souveraineté, il y a donc plus de 3 ans de ça maintenant, pour poser les débats, donner aussi des chiffres, et tout le monde avait été un peu estomaqué à l'époque, donc la FCDP était un peu en avance là-dessus. Et oui, aujourd'hui, ça a un levier de maturité. On n'est plus à juste faire des conférences sur la souveraineté, on est effectivement dans un cadre qui n'est plus idéologique, mais celui des COMEX. Comment les COMEX aujourd'hui et les DG se disent « Ok, il faut que je bouge, il faut que je mitige mon risque », et évidemment, les DPO sont également là pour ça. Ça, c'est vraiment le point, reprendre la main, et les DPO sont, comme je disais en introduction, des vigies. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit bien que les DPO sont en train de devenir aussi plutôt des architectes de la confiance en interne, basés sur la reprise en main par la souveraineté. Finalement, il y a un peu de ça. Alors, faut-il encore qu'il y ait une offre? Faut-il encore qu'ils soient rassurés? Eux aussi, ils ont des freins et des fois, ils ne connaissent pas forcément non plus les outils logiciels qui existent. Donc, les DPO sont effectivement une cible aussi à faire pour les éditeurs logiciels, marketing, pour faire progresser la cause des outils souverains. Et moi, ce que j'ai noté vraiment, et je finirai là-dessus, on m'a fait venir sur la souveraineté numérique. Beaucoup de gens sont venus me voir après, qu'il y avait une forme un peu différente de la façon dont on m'aborde dans ces cas-là, qui était moins de me challenger, que m'encourager d'ailleurs à aller plus loin vers ça, et de considérer que oui, la souveraineté numérique, c'est pas un retour en arrière, que ce soit d'un point de vue fonctionnel ou au contraire, c'est d'affronter les vrais problèmes d'aujourd'hui en adulte, et donc c'est un passage à l'âge adulte par rapport à un âge qu'on pourrait dire un peu adolescent, un peu comme quand on mange n'importe quoi, on allait prendre des données n'importe où. Alors, je ne veux pas faire le parallèle Coca-Cola outil américain, mais enfin, je suis pas loin de le faire. Vous voyez, je franchis ça, parce qu'il y a un peu de ça, et en adolescent, on mange n'importe quoi, d'ailleurs, en fait, on grossit pas, c'est pas très grave. Les risques, on les voit plus tard. Vous demandez aux adolescents, arrête de fumer, tu auras un cancer plus tard. Ils s'en foutent, parce que leur vie, elle vient juste de commencer. Et pareil, tu auras aussi fais attention, tu vas être
est obèse avec du diabète, ils s'en foutent parce qu'ils boivent du coca et voilà. Sauf qu'à un moment donné, quand on passe à l'âge adulte, on sait que ça c'est vrai et on fait attention. Donc voilà, moi je vois que les DPO, qui sont quand même des gens justement plutôt très sérieux, très adultes dans leur, dans leur posture, eh ben, sont le reflet de ça, de ce passage à la souveraineté numérique comme un passage à l'âge adulte de nos temps. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt des bonnes vibes. Moi, franchement, c'était très très agréable encore une fois d'être là et de voir cette évolution-là avec tous ces gens qui œuvrent justement pour un numérique meilleur, parce que c'est aussi les DPO, des gens qui sont animés de ça, hein, autour de la question de la protection des données. Donc voilà, je voulais vous partager à la fois ces bonnes vibes, mais aussi les questions que ça pose, et puis pour vous interroger. Et vous, est-ce que vous avez commencé à faire ce pas vers l'âge adulte, de regarder où sont vos données, comment elles sont stockées, et qu'est-ce que vous pouvez en faire? Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.